Mars au féminin, ce forum du dimanche 9 mars, cette année, c'est les Jeux Olympiques, c'est le sport. Et donc, pour cette conférence de presse et conférence d'échange entre vous, mesdames, on va parler du sport, votre place dans le sport, et puis aussi votre histoire et pourquoi vous en êtes arrivé là. Alors là, Anne-Marie, elle se dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il me raconte? On va commencer bien sûr par Simone. Simone, tu prends la petite sucette. Alors pour la petite histoire, Simone, elle est intermittente du spectacle maintenant, et donc elle va sûrement faire de la télé. Et donc ses premiers pas de télé, ça tombe bien. Si j'ai besoin d'une reporter, je vais m'en servir. Bonjour Simone. Bonjour. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton parcours de femme sportive, et puis aussi pourquoi ces choix d'avoir persévéré dans le sport alors qu'au départ ça a mal commencé? Alors oui, donc je suis Simone Thiéraut, j'ai 31 ans, je suis ancienne handballeuse professionnelle et j'ai arrêté ma carrière professionnelle il y a presque 6 ans maintenant, à l'âge de 25 ans. Et c'est vrai que quand j'ai arrêté le handball, tout le monde me demandait mais pourquoi tu as arrêté, c'est dommage, t'es si jeune, quel gâchis. Et en fait, j'avais jamais expliqué pourquoi j'avais arrêté. Donc je suis sortie du silence 2 ans après avoir arrêté. J'avais fait un article de presse en expliquant ma situation et mes soucis de santé. Et en fait, j'ai révélé que j'étais en situation de handicap invisible et que pendant toute ma carrière, j'en avais jamais parlé et que ma santé s'était dégradée tout simplement. Alors qu'on soit bien d'accord, cet handicap invisible, il était quand même gênant dans le sport que tu pratiquais, et cet handicap, tu l'as depuis la naissance. Oui. Explique-nous un petit peu, parce que il faut bien signifier que ce n'est pas un accident qui t'est arrivé quand tu étais jeune, mais là, très très jeune, à l'accouchement, on est d'accord, et que c'est quoi cet handicap? Alors oui, à la naissance, j'ai eu un arrachement du plexus brachial. Donc Alors, plexus brachial, le plexus brachial est constitué de 5 nerfs. Moi, j'ai une paralysie partielle car j'ai 2 nerfs qui ont lâché, enfin qui ont cassé. Le médecin a un peu trop tiré sur le bras à l'extraction, donc il a tiré sur le bras, donc mon bras a cassé. Donc je garde une paralysie partielle sur le bras droit. Et j'ai subi 2 opérations à l'âge de 7 et 8 ans, mais ça n'a pas changé grand-chose, donc je garde cette paralysie-là. Mais à l'âge de 10 ans, j'ai quand même décidé de faire du sport. J'ai commencé le handball et ça a bien marché pour moi. Donc, parce que tu étais gauchère. Du coup, mon bras droit est paralysé, donc forcément, je suis gauchère. Et en plus, j'étais grande, tout ça, donc ça a bien marché pour moi. Et j'ai été repérée assez rapidement pour intégrer tout ce qui est sport-études, sport de haut niveau. Mais tu as fait des choix de ne pas dire que tu avais un handicap pour faire ta carrière. Après, j'ai jamais dit le mot handicap. C'est vrai que par rapport à mon bras droit, ça se voyait beaucoup. Enfin, les entraîneurs, les joueuses le savaient, mais après, ils ne pouvaient pas se douter que ça pouvait être un handicap, parce que dans la tête des gens, un handicap, c'est très visible, c'est des personnes en fauteuil ou avec un membre en moins, mais ils peuvent pas sachant que tout le monde est blessé dans le monde du sport, tout le monde se fait les croisés, se casse l'épaule, tout ça, donc les gens, ils ne pouvaient pas se dire que c'est un handicap. Et moi non plus, de mon côté, j'ai jamais prononcé le mot handicap parce que je voulais pas que ma progression soit remise en cause. Mais on est bien d'accord qu'au hand, les 2 bras servent à quelque chose, sur l'équilibre, sur la force qu'on met. C'est quand même très fort ce que tu as réussi à mettre en place, parce que tu n'étais pas handballeuse du dimanche, tu étais handballeuse professionnelle. C'est ça. J'ai fait tous les parcours jeunes. J'ai été en sport-études pendant 4 ans. Après, j'étais en équipe de France jeune jusqu'à être joueuse internationale. Donc, j'ai fait vraiment toutes les étapes jusqu'à être professionnelle. Après, c'est vrai que j'utilisais beaucoup plus mon côté gauche, donc mon bras gauche. Et c'est vrai que j'ai énormément compensé toute ma carrière sur le côté gauche. Donc, le moment où j'arrête le handball, c'est que j'ai énormément de problèmes sur ce côté gauche-là. J'ai eu une lésion à l'épaule gauche, au coude.
j'ai beaucoup de problèmes aussi. Je dois me faire opérer de l'épaule et du coude. Enfin, mon épaule, elle est passée en maladie professionnelle. Donc, en fait, j'ai beaucoup compensé, du coup. Et j'ai eu encore plus de problèmes. Mais voilà, en fait, je suis arrivée quand même au niveau où je voulais être. Et voilà. Et aujourd'hui, je sors mon livre. Je sors mon livre pour parler de tout ce parcours-là, avec mon témoignage et le témoignage de d'autres sportifs. Comment tu as travaillé sur le mental pour passer toutes ces épreuves et comment tu as pu te surpasser? Parce que, bon, à 25 ans, tu as arrêté parce que physiquement, c'était trop dur. Mais avant ça, comment on peut... Parce que c'est vrai que le hand est un sport très très dur. Hein, moi, j'ai eu la chance de côtoyer des joueuses de l'équipe de France où, sorties de leur cursus, ils sont cassés physiquement. Comment tu as réussi à passer ça? Parce que on est toujours en compétition avec les autres. C'est ça. C'est ça. Pour ma part, pendant toute ma carrière, en fait, les sportifs, on est dans une bulle, on rentre dans cette bulle-là très très jeune, on n'y ressort qu'à l'âge adulte. Donc c'est vrai que mentalement, c'est difficile, mais on n'y pense pas. En fait, quand on est dans cette bulle-là, on est un peu comme dans le déni. Et moi, c'est vraiment quand je suis sortie de là à 25 ans que j'ai remarqué qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et c'est pour ça, dans mon livre, je parle vraiment de la santé physique et de la santé mentale. Et il y a plein d'autres sportifs, champions du monde, champions olympiques, qui parlent de la santé mentale parce que les gens pensent que les sportifs de haut niveau, tout va bien dans notre vie, qu'on est super riche, qu'on n'a pas de faiblesse, alors que si, on en a énormément. Et c'est juste, on se cache derrière l'image du sportif parfait, d'où le titre de mon livre. Donc c'est sûr que le mental, il y a des choses qui ne vont pas. Et nous, on fait tout, pour en parler, en tout cas aujourd'hui, pour que les choses avancent à ce niveau-là. Dans ta carrière, est-ce que être une femme a été un frein ou comme tu as dit, tu étais dans une bulle à partir de 10 ans et tu en es ressorti à 25? Un frein, je dirais pas que c'était un frein d'être une femme, sachant que moi j'ai commencé à Massy et Son Handball, donc c'est un club vraiment masculin. Enfin, quand j'ai commencé à l'âge de 10 ans, il n'y avait pas du tout de filles. J'étais la seule, on était 2 filles. Donc, et avec les garçons alors, ça se passait comment? Avec les autres garçons, c'était un peu compliqué parce qu'ils ne faisaient jamais la passe aux filles. Mais après, on avait des coachs justement qui étaient là pour encadrer tout ça, pour expliquer aux garçons qu'il fallait faire la passe aux filles, tout ça. Mais c'est vrai que pendant 4 ans, j'étais dans ce club-là à Massy où c'est un club vraiment consacré pour les garçons. Donc après, j'ai dû changer de club parce que après, au-dessus de 14 ans, ils font plus la catégorie pour les filles. Donc je suis allée dans un club à côté. Mais à part à ce moment-là, après, j'ai été que avec des filles en sport-études, tout ça. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas eu trop de soucis. Il y a juste de la concurrence entre filles? Oui, après, c'était de la concurrence entre filles. Si tu avais un message à passer à toutes les filles qui veulent aller très loin dans le sport, ce serait lequel? Moi, les conseils que je pourrais donner par rapport à mon parcours, c'est que déjà, il faut vraiment avoir confiance en soi. Toujours avoir confiance en soi, même s'il y a certains entraîneurs, certains clubs qui vont vous dire vous ne pouvez pas réussir. Après, ça, c'est compliqué, mais vraiment avoir confiance en soi. Ne pas se focaliser que sur l'aspect sportif. Il faut aussi regarder le côté études parce que c'est très important. Le sport, ça peut s'arrêter du jour au lendemain par rapport aux blessures. Donc, il faut vraiment sortir de là avec un bagage, avoir quelque chose à côté en tout cas. Donc, ça, c'est vraiment les 2 conseils que je pourrais apporter. Ça fait 6 ans. Aujourd'hui, ça se passe comment? Là, il y a la sortie de ton bouquin, donc promotion bouquin. Mais tu fais quoi? Et t'envisages quoi pour l'avenir? À part venir travailler avec nous à la télé? Du coup, dernièrement, quand j'ai arrêté, je me suis consacrée vraiment à ma santé. J'ai fait des soins intensifs. C'était à peu près 3 fois par semaine avec des professionnels de santé. Ensuite de ça, j'avais repris mes études. Donc, j'ai passé un master en marketing et communication. Donc voilà. Et aujourd'hui, je suis infographiste. Donc, je fais tout ce qui est dans la communication, en fait, tout ce qui est création de supports visuels, plus le livre qui est sorti en janvier. Donc voilà. Le corps, ça va mieux? Le corps, ça va un peu mieux qu'il y a 5 ans déjà.
Et ça va un peu mieux. J'ai pu reprendre le handball en amateur. Je suis repartie en compétition l'année dernière. Donc j'ai fini la saison l'année dernière en Guadeloupe. Donc, et on a remporté la Coupe de la Guadeloupe d'ailleurs. Donc j'ai pu aller de temps en temps en Guadeloupe jouer avec une équipe. Quelle équipe de Guadeloupe? C'est à Morne-à-l'Eau. Morne-à-l'Eau, ok. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous. Je vais demander à Anne-Marie de prendre la sucette. Ah ouais. Sympa. Sympa, hein? On n'a pas l'habitude de s'entendre en fait aussi, c'est ça. Anne-Marie, tu fais quoi? On m'a dit que tu étais présidente, moi aussi je suis président d'Asso, mais tu es présidente de quel Asso et quelle est cette discipline? Alors moi je suis présidente du Cercle de la Voile de Dieppe depuis 3 ans, 3-4 ans, je ne sais même plus en fait. Donc j'ai pris le relais, j'ai fait d'abord 4 ans, non, même 5 ans comme secrétaire du club. Et quand personne la plus importante en fait? Non, non, parce que moi je considère que dans un club en fait, au niveau du fonctionnement, il faut que ce soit soudé. Il y a la présidente ou le président, mais il y a toute l'équipe autour, sinon ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Donc quand le président qui était avant moi, monsieur Claude Vézang, est parti en fait, il m'a dit qu'il voulait pour des raisons perso, il est parti dans le sud de la France, voilà, soyons clairs. Donc en fait, il m'a plus ou moins passé la main. Donc j'ai été élue à la tête du club et ça continue. Donc là, je suis encore élue pour 1 an et on verra après. Voilà. Tu es présidente, mais est-ce que tu es pratiquante de voile ou Pas assez, parce qu'en fait voilà, moi j'avais un gros souci. C'est mon mari qui faisait d'abord de la voile au club. Et moi, j'avais un problème, c'est que j'avais peur d'être malade sur un bateau. C'est qui est très... Voilà, c'est un peu... Et t'as gardé ton mari, même si tu avais le mal de mer Donc, j'y allais jamais. Donc, après, il m'avait donné un défi, c'était de partir faire du bateau. Donc, j'ai dit OK. Et j'ai fait premier tour, c'était Dieppe-Le Havre. Et la semaine d'après, j'ai fait Le Havre-Brighton. Pas mal. Ouais, pas mal. Parce que traverser la Manche... Sans être malade. Voilà, la Manche, c'est pas simple. Non. Il y a beaucoup de bateaux. Oui. Il y a beaucoup de courants. Voilà. Et ça a été. Voilà. Mais bon, il y a un super skipper, un super équipage, donc je m'arrange bien avec eux. Mais j'avais dit que je le ferais, donc je l'ai fait. Et je pense que voilà, c'est un défi qu'on se donne aussi. Moi, c'était le mal de mer. C'est idiot, mais c'était comme ça. Par contre, là, je gère le club, donc c'est un peu différent de mes collègues qui sont là. Donc je vais pas suffisamment sur l'eau, trop peu. Donc je me fais quand même gronder au niveau du club par rapport à ça. Je passe beaucoup de temps à la gestion du club. C'est quand même comme une mini-entreprise. On a des salariés, il faut que ça rentre, l'argent. Combien de salariés au club de voile? On en a 3 ou 4, 3 là. 3. Donc des soucis en fait. Voilà, c'est des soucis en fait. Et alors, tu es devenue présidente parce qu'il n'y avait pas d'autres candidats ou parce que parce que la voile c'est quand même un monde d'hommes, de plus en plus de femmes, mais un monde d'hommes, la mer. Ils t'ont pris toi parce que tu étais secrétaire et tu passais présidente, c'était facile, ou parce qu'ils reconnaissent en toi, comme toi en femme, la personne indispensable? Parce qu'ils pensaient que c'était moi qui étais le mieux qualifié pour prendre le relais, pour prendre la suite. Mais moi je pense que ce soit homme ou femme, au niveau du club, ça change rien en fait. Je pense que c'est pareil. Il n'y a pas de souci. Après, au niveau des femmes, au niveau des clubs de voile, je pense qu'on n'est pas très nombreuses. Il y a Hélène au Havre aussi, au SRH. Après, c'est en Normandie, j'ai pas trop regardé. Mais pour moi, il n'y a pas de différence. C'est pareil. Donc, dans le sport de la voile, que tu sois homme ou femme, il y a... Là, au niveau de la gestion, je vois pas ce que ça change. C'est pareil. Après, peut-être... de toute façon, même sur les régates, c'est mixte. Une régate, on peut être équipage mixte. Après, il y a des équipages que féminins. Et je pense que là, justement, j'ai pris quelques chiffres aussi avant de venir quand même. J'ai un peu travaillé. Oui, t'as travaillé. Voilà. Normal. Alors pour 2023, on avait au niveau de la Ligue de Normandie, on avait 24 266 licenciés, toutes licences confondues. Et on avait 8 944 femmes exactement. 37% de femmes, c'est pas mal. Et pour le CVD, bon là j'ai pas tout pris, mais on est 80 licenciés, on a 34,5% de femmes. Voilà. C'est pas mal. Respect. Pour toi, le monde de la voile, c'est plus homme ou plus femme? Actuellement, c'est vrai qu'il y a quand même plus d'hommes qui font aussi les régates, mais c'est vrai que c'est peut-être c'est plus facile pour eux aussi. C'est vrai qu'après, les femmes ont quand même le problématique des enfants aussi. Je pense que c'est ça aussi. D'accord. Je pense qu'il y a ça aussi. Il faut bien garder. Je pense que le dimanche, c'est un peu ça aussi. Mais je pense que ça se démocratise aussi. Mais il n'y a pas que la compétition. Moi, je pense que la voile aussi, justement, il faut aussi prendre le plaisir. Le principal, c'est de sortir hors compétition. Parce qu'il y a les sorties, il n'y a pas que de la performance au niveau du sport.
Le sport, c'est aussi de sortir pour son plaisir. Donc de sortir, comme on fait nous, on donne des cours de voile, mais c'est pas que à vocation de faire des compétitions, c'est aussi prendre le plaisir d'aller sur l'eau, de s'évader. Donc on peut sortir à n'importe quel moment. Je pense qu'après, ça peut être sorti en famille aussi. De faire le Havre Bretonne. Voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. Si tu avais un conseil à apporter aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui sont dans la salle, toi en tant que femme qui s'éclate dans le club de voile et dans ta vie, ce serait lequel? Par rapport à la voile ou? Non, par rapport à la vie. Parce qu'aujourd'hui, et tout le mois de mars à Dieppe, on parle de la femme, on la met en valeur. Pour toi, quelle est la plus grande force que vous avez? Ah, la persévérance, je pense. Et peut-être de passer, on a tellement de... Enfin, on doit gérer plusieurs choses en même temps parce que les hommes ne sont peut-être pas capables comme nous. Je pense que c'est ça la force des femmes. C'est de faire plusieurs choses en même temps et bien. Par rapport à vous, non? Je suis d'accord. Bon, j'ai des trucs féminins à moi, mais là, sur les deux choses à la fois, je suis d'accord avec toi. Un peu, voilà. Non, je pense que c'est ça, en fait. Puis je pense qu'il faut avoir confiance en soi. Il faut se donner beaucoup. Oui, parce que souvent, les femmes disent « Oh, non, mais ça, c'est pas pour moi. Je peux pas traverser parce que j'ai le mal de cœur. » Oui, mais c'est ça ce que je me dis. Maintenant, c'était une bêtise. Ça me bloquait beaucoup. Mais je pense qu'il faut se dépasser. Il faut se dire « Bah non, c'est pas grave. Même si on est malade, qu'est-ce que c'est? C'est pas grave, on est malade sur un bateau, on sera malade, ça va passer. » Et je pense que c'est ça en fait, il faut se dire on va le faire. Moi c'est ce que j'ai fait. Et puis je sors trop peu, donc voilà, je suis pas le bon exemple en fait. Il faudrait que je sorte plus souvent sur un bateau. On va envoyer un petit message au club et qui t'oblige à sortir une fois par mois. Il faudrait que je fasse. Parce que là je pense que la prochaine sortie ça va être l'Angleterre au mois de mai. Donc ça fera presque 8 mois que je n'ai pas mis les pieds sur le voilier du copain quoi, voilà. Oh mon Dieu. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas gênant. Moi je leur fais confiance, c'est eux qui gèrent. Et t'as un beau sourire. Oui, voilà. Super. Tout à fait. On va passer tout de suite à Célia. Célia, pourquoi le foot? Est-ce que tu es pratiquante? Alors, pourquoi le foot? Parce que j'ai grandi dans le foot. Ma famille a fait partie du club de l'ES Jean-Val, donc mon grand-père est l'ancien président, donc en fait j'ai grandi dedans. Pratiquante, oui et non. J'en ai fait étant plus jeune, mais j'en fais plus actuellement. Pour toi, la place de la femme dans le sport, il se trouve à quel niveau? À laver les maillots? À jouer? Anne-Marie? À jouer ou à diriger un club? Les trois, comme un homme. D'accord. Enfin, j'ai rarement vu des hommes nettoyer les maillots. Hein. Chez nous, au contraire, c'est deux garçons qui nettoient les maillots. Yes! Mesdames, messieurs, applaudissements pour les deux jeunes hommes qui nettoient les maillots à la place des femmes. Moi, ça va bien. Et ça, est-ce que c'est toi, Célia, qui l'a imposé ou est-ce que c'est collectivement que vous l'avez décidé? Collectivement, c'est eux qui se sont proposés et ils le font. Et avant eux, c'était encore un homme qui les lavait. D'accord. Ça, c'est bien. Mais à Jean-Val, il y a des choses qui se passent merveilleuses. On est d'accord. On est d'accord. Trésorière par hasard, par tradition familiale ou par plaisir? Tradition familiale et par plaisir. J'ai repris la relève du coup de ma tante et du coup c'est un plaisir d'être trésorière dans ce club. Rassure-moi, toutes les équipes de foot ne sont pas faites qu'avec ta famille. Un petit peu. Ah, c'est une grande famille en fait. C'est ça. Tout simplement. Et le public dit oui, donc je te crois. Célia, tu as une autre fonction aujourd'hui. Tu es service civique? Non, je suis alternante. Tu es alternante? C'est ça. Pour quelle formation? Une licence gestion de projet. D'accord. Dans le sport? Oui, du coup, oui, au service des sports à la mairie de Dieppe. D'accord. Et donc, cette année des Jeux, année de la flamme olympique, pour toi, quelle responsabilité, quelle envie et quel plaisir? Alors, moi, ma responsabilité, c'est d'être coordinatrice terre de jeu. Donc, c'est le label des JO. Donc, je m'occupe de tous les événements liés aux JO à Dieppe. Ça va? Dont le passage de la flamme. Ça va. D'accord, oui, tu gardes le sourire. La pression va venir à partir du 5 juillet? Je pense, ouais. Pour l'instant, vu que c'est mon premier grand événement, j'ai pas la pression. Ça va. Même si tout le monde me met la pression, pour l'instant, moi ça va. Je le gère plutôt bien. Mais parce que tu es une femme. Peut-être. C'est ça. Au niveau de ta formation, ils ont trouvé le challenge intéressant. Ils se sont dit ça va être dur ou ils t'encouragent?
Ils m'encouragent. Puis oui, c'est intéressant. Enfin, les JO en France, c'est à peu près tous les 100 ans. Donc c'est un beau projet. J'aurais jamais pu avoir mieux comme projet, surtout pour des études. Donc non, mon école est plutôt fière. Et par exemple, on va faire une action avec Marceau Féminin avec une projection du documentaire Alice Mia. Et j'ai demandé à ma classe que soit présente pour ce documentaire et ma coordinatrice a accepté. Respect. Tu as réussi à mettre tout le monde au pas. C'est ça. Et dans cette formation ou dans ce projet Terre de Jeu, quels sont les rapports avec les hommes? Enfin, pour travailler plus avec des femmes qu'avec des hommes, parce que comme disait Anne-Marie, les femmes ont une persévérance et on va jusqu'au bout. Les hommes en général jouent les coqs et sont plus orgueilleux qu'intelligents des fois. Hein, c'est vrai Anne-Marie? Oui, voilà. Quels sont les freins que tu peux avoir aujourd'hui par rapport aux hommes et par rapport aussi à ta condition de femme et jeune femme? Les freins, j'en ai pas spécialement, vu que j'ai grandi dans le foot, de base c'était un domaine un peu plus masculin. Maintenant non, il y a du foot féminin qui est vaste, qui est beaucoup plus évolué, mais de base c'était un sport masculin. Moi quand j'en faisais, on n'était que 2 filles pour une équipe de 12 garçons, donc j'ai l'habitude de travailler avec des garçons, il n'y a aucun souci. Ça se passe bien, il n'y a pas de frein? Non. Il n'y a jamais le problème de ta jeunesse, jamais le problème de ton sexe? Non, je suis très épaulée aussi. J'ai mon responsable qui est au-dessus de moi, du coup, qui est un homme, et qui m'aide à faire ce projet au mieux, et il n'y a aucun souci. La vie est belle. C'est ça. Tu es alternante 2 ans? 1 an. 1 an. Tu obtiens un BTS? Une licence. Une licence. Sortie de cette licence, tu prends la direction du service des sports de Dieppe? Non. De la World Company de Jean Val? Non, j'attends de voir ce qu'on me propose et ce que moi je vais chercher. Je ne sais pas encore ce que je veux faire. Je pense que je vais rester dans l'événementiel. Après, je ne sais pas si ce sera encore dans le sport, mais dans l'événementiel en tout cas. D'accord. Si tu avais un message à passer à toutes les jeunes filles, toutes les femmes qui ont plein de doutes, parce que le système fait en sorte qu'ils mettent des doutes à certaines populations, tu dirais quoi? Qu'il faut croire en soi et que rien n'est impossible. Merci Célia. Si vous avez d'autres choses à compléter, vous n'hésitez pas les filles. Hein. C'est vous les chefs. Hein. Moi là je suis au service de la cause. On est d'accord hein, Simone? Si par rapport aux 2 témoignages tu as des choses à compléter, tu n'hésites pas. D'accord? La mécanicienne du rugby fauteuil, bonjour. Bonjour. Elisabeth. Comment ça va? Ça va très bien. Tu le mets bien sur le menton, voilà. On va pouvoir avoir des démonstrations. On pourra essayer les fauteuils ou pas? Bien sûr, on a Génial. des fauteuils à disposition pour ça. Donne-moi un petit peu ton parcours et comment on arrive dans une association qui fait du rugby fauteuil? Alors moi j'ai 22 ans et à 16 ans j'ai vécu un gros traumatisme qui m'a fait déclencher une maladie invisible aussi, de la fibromyalgie. Moi de base je suis une cavalière, donc mon sport ça a toujours été l'équitation. J'avais pourtant mon tonton, mon frère, mon père au rugby, mais moi le rugby hors de question. D'accord. Et malheureusement ma pathologie s'est aggravée gravement et j'étais obligée d'arrêter l'équitation et à ce moment-là Michel Eudes commençait à ouvrir une section de rugby. On m'a dit viens tester, j'ai dit mais le rugby fauteuil, non mais n'importe quoi. Et puis j'ai mis les fesses en faisant fauteuil et j'en suis jamais ressortie. Donc c'est totalement par hasard que je suis tombée dans la marmite il y a 4 ans maintenant. Mais par rapport à ton handicap invisible, le rugby fauteuil c'est quand même très violent. Oui. Ça va? Tu t'en sors bien? T'es bien harnaché? T'es bien protégé? On est très attachés, on a 3 points d'attache, on est attaché hanches, genoux et pieds pour limiter. Si on tombe accompagné dans le fauteuil et du coup on se fait beaucoup moins mal. Moi je gère après, c'est les douleurs physiques, après les courbatures des jours qui peuvent durer 1, 2 journées, voire 3 jours selon les entraînements. Mais on s'adapte et j'ai des super partenaires qui, quand j'ai trop de douleurs, viennent essayer de me masser pour me soulager. Donc c'est vrai que c'est reposant. Donc
Ça fait combien? Tu disais que ça faisait 3-4 ans, hein, c'est ça? Depuis 2019. Ouais. Voilà, 2019, 3-4 ans. Le rugby fauteuil, l'avantage c'est que c'est mixte. Oui. Et que même si tu n'as pas un handicap, tu peux participer. Exactement. Il y a aussi un équilibre. Oui, on est 2 femmes actuellement pour une dizaine d'hommes, donc ce qui est déjà très bien. Donc en compétition, on est 2 femmes pour 4 hommes, donc ce qui est déjà très bien parce que dans les autres équipes qu'on rencontre, souvent ils ont une femme, voire pas du tout. Dans le rugby fauteuil, on est vraiment sous-peu représenté, même au niveau national, équipe de France, il n'y a pas de femmes, contrairement à d'autres équipes nationales. Donc c'est du boulot parce qu'on quand on pense handicap, rugby fauteuil, on pense c'est un sport de gros méchants qu'on se rentre dedans et que du coup ça fait peur. Sauf que oui, on se rentre dedans, mais les coups sont c'est des coups qui sont involontaires dans le jeu et souvent ça fait plus de bruit que d'impact et tout le monde, on est mix. Moi ce que je dis toujours, on est mix dans les genres, dans les handicaps. Et tout le monde peut pratiquer, valide, non valide, il n'y a aucune restriction. Il y a une vraie diversité. Une vraie diversité. Alors, il y a quelques années, j'avais fait France-Angleterre en rugby fauteuil. Alors, pas en tant que joueur, hein, mais en tant que commentateur. Et on avait filmé le match. C'est quand même... c'est très intense. C'est très intense. Et si toi, tu me dis qu'on se fait pas mal parce que c'est le fauteuil qui vous protège, je veux bien te croire. Mais j'avais trouvé ça très, très intense. C'est très intense, surtout que nous, c'est des mi-temps de 2 fois 40 minutes. On joue vraiment comme du rugby valide. Donc, c'est vraiment 40 minutes qui sont vraiment très prenantes. Surtout que du coup, on a peu de remplaçants. Mais l'avantage, c'est que comme on fait du 5 contre 5, même si on n'a qu'un remplaçant, on n'a pas de... Contrairement à d'autres sports, que les nombres de remplaçants sont illimités. Enfin, limités, on peut avoir que 5 remplaçants. Nous, en fait, on fait venir le nombre de remplaçants et on peut changer autant de fois dans le jeu pour pallier. Parce que dans d'autres équipes, ils ont beaucoup plus de valides. Nous, on est vraiment une équipe 100% handi. D'accord. Et par rapport à ça, ça donne des avantages quand vous faites les matchs Oui, parce que on sait bien que sur le 100 mètres, suivant l'équipement que tu as, avec le handicap que tu as, il y a des... Alors oui, déjà les fauteuils sont faits pour être adaptés à chaque personne, pour chaque handicap. Et aussi, en fait, on est classifié par points selon notre handicap. Donc on a un nombre de points à ne pas dépasser sur le terrain. Et nous, en tant que femmes, on nous enlève encore en plus 1 point par rapport aux hommes parce que souvent nos carrures sont beaucoup plus petites et on vole plus facilement contrairement aux hommes qu'on a en face de nous. 22 ans, tu as la vie devant toi. Tu vois la vie sportive ou dans un autre métier. Le rugby fauteuil, ce n'est qu'un loisir ou c'est les Jeux Olympiques dans 4 ans avec l'équipe de France? Nous, les Jeux Olympiques, on n'y est pas. C'est un sport qui n'est pas représenté aux Jeux Olympiques. Parce qu'il y a un deuxième rugby fauteuil, quad, qui lui est représenté. Nous, on est dans le rugby fauteuil 13, qui n'est pas représenté aux Jeux Olympiques. Mais moi, je prends ce que je prends. Enfin, je m'ouvre aux opportunités quand il y a des opportunités. Et je me laisse bercer par la vie et ce qu'elle me propose. Professionnellement, tu veux faire quoi? Retourner dans le monde du cheval comme entraîneuse, comme monitrice ou j'ai pas vraiment encore de certitude, juste la certitude que travailler avec des personnes en situation de handicap et notamment travailler dans des centres de rééducation quand les gens ont eu des accidents, c'est vraiment ce qui me plaît, de les faire aller de l'avant et continuer à les booster et montrer que c'est pas parce qu'on est malade, c'est pas parce qu'on a un handicap que la vie est finie. Il y a une multitude de sports qui s'ouvrent. Là, on est en train d'ouvrir une autre section en parallèle de para-hockey. Donc, on essaie vraiment de faire évoluer le sport, pas que féminin, mais féminin et handicap. Si tu avais un message à passer, ce serait lequel? Il faut toujours persévérer, toujours avoir confiance en nous. Et même si moi, je suis en plus au co-directeur du rugby, on a souvent du mal à m'écouter moi parce que je suis là une femme, mais il faut lever la voix et à un moment donné les hommes cèdent. Taper sur la table. Taper sur la table et montrer qu'on est là et que notre voix est aussi importante que la leur. Applaudissements s'il vous plaît pour cette charmante jeune fille parce que ça fait du bien. Simone, tu viens d'entendre 3 témoignages diepois.
Ça te fait quoi? Ça te réconforte dans ce que tu penses? Oui, ça me réconforte pour l'avenir, surtout. Surtout que là, je viens d'entendre le témoignage par rapport au le rugby fauteuil. Et c'est vrai qu'au handball, par rapport au handball adapté, il y a le hand fauteuil justement. Il y a une équipe pour les personnes sourdes, malentendantes, mais il n'y a toujours rien pour le handicap invisible, pour les personnes comme moi. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais que ça évolue, travailler là-dessus, travailler sur une équipe comme ça, parce que 80% des handicaps sont invisibles. Et pour l'instant, pour les personnes comme nous, il n'y a toujours rien de mis en place. Moi, personnellement, je ne peux pas faire du hand fauteuil par rapport à mes bras, par rapport à mes épaules. Donc voilà. Donc il y a encore du travail et j'espère que ça va avancer, en tout cas, dans le monde du handball et dans les autres sports. Anne-Marie, par rapport à ce que tu as entendu, par rapport à ces jeunes femmes qui ont de la volonté, comme toi tu as eu de monter sur un bateau et de faire la traversée de la Manche, t'en penses quoi? Moi je trouve que c'est très touchant et ça conforte le fait de dire oui qu'il faut persévérer, puis que les filles, les femmes en fait, je pense la force c'est ça en fait, c'est on va jusqu'au bout. Je pense qu'on ne s'avoue pas vaincu en fait, c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça qu'on avance, il faut s'appuyer sur nous. On a des capacités, je pense que c'est ça en fait. Et justement par rapport au club, je pense aussi, il ne faut pas s'interdire de... justement, il y a beaucoup de manque de bénévoles, j'en profite aussi, c'est très compliqué. Et je pense que après il faut mettre il faut mettre de la mesure. Moi je pense que quand j'en mets pas suffisamment, je passe peut-être trop de temps au niveau du club, ce qui peut apeurer les gens et les faire fuir pour être bénévole. Mais oui, non, c'est vrai, voilà. Non, mais je pense que c'est important aussi. Il y a beaucoup de clubs comme nous, on manque de force vive en fait. Et c'est peut-être ça aussi, mais je pense justement il faut s'appuyer sur plein de choses différentes. On a même, les femmes, je pense qu'on a beaucoup d'atouts. Et il ne faut pas s'interdire en fait. Je pense qu'il faut postuler dans les comités directeurs, dans les bénévoles et puis donner un coup de main. Et ce que je veux dire aussi, c'est que dans un club, il n'y a pas que la compétition, il y a aussi le fait que c'est convivial. Et c'est le fait aussi de créer du lien social. Donc c'est vachement important, j'insiste là-dessus. Ça permet aussi de se créer du lien, justement, de se regrouper, de connaître d'autres filles aussi. Je pense que c'est super important pour moi. Et c'est un lieu, pour moi, c'est aussi un lieu de convivialité. Voilà. Ça, c'est aussi je pense que c'est notre force aussi. Je pense qu'on s'appuie aussi, on est soudés. Je vois qu'au club de voile, entre nous, on est très peu, mais on s'appuie mutuellement les unes sur les autres quand on a des petits soucis pour gérer les tracas du quotidien. Mais là, quand je les entends toutes les trois, je pense que c'est positif, voilà. C'est très positif. Célia, tu as déjà fait de la voile? T'es déjà monté sur un bateau ou tu essayes de te faire inviter par Anne-Marie? J'en ai déjà fait avec l'école et je viendrai pas, j'ai peur de l'eau. Chacun a ses peurs, hein? Ouais, moi c'est l'eau, c'est impossible. D'accord. Mais t'es sur le bateau? Oui, mais non. C'est une autre histoire. J'ai déjà du mal à aller dans une piscine, donc sur un bateau, ça va être compliqué. Bon, là, il va falloir monter une section. Reprends, vas-y. Je vais en profiter, je vais faire de la pub pour le club. On a une équipe de filles qui s'appelle les Mouettes, en fait. Justement, on allie au fil les sorties loisirs et les sorties compétition. Il n'y a pas de restriction. Donc il faut venir nous voir. Donc je t'invite à venir nous voir. Non mais c'est vrai, donc on remet ça en route, ça était un petit peu en latence l'année dernière parce que les chefs de bord étaient moins dispo. Mais justement, il y a le côté loisir sortie et le côté compète derrière, on vise après de faire des régates. Mais j'invite tout le monde à venir nous voir, ça s'appelle les Mouettes et c'est les filles qui sortent entre elles. Avec des chefs de bord filles. En plus? Voilà, bah oui, c'est Dieu. ça. Ah, il n'y a pas d'hommes. Ah bah non, c'est interdit. Ça papote, ah non, il n'y a pas de goélands, il n'y a que les mouettes. Il n'y a pas des goélands, il n'y a que des mouettes. Excellent. Simone, tu as déjà fait du bateau? Est-ce que c'est la première fois que tu arrives à Dieppe? À Dieppe, ouais. Et alors? C'est vraiment la première fois. Je suis allée à côté, pas trop loin, au Havre, je connaissais. J'ai déjà fait des compétitions, mais Dieppe, non, jamais. Et alors, Dieppe Je découvre. Hein. Ça n'a rien à voir avec où j'étais avant. J'étais du côté de Nice. Ah, alors, il fait un peu plus froid, mais il y a la mer. Ouais, il fait froid. Donc, la voile, t'en as déjà fait? Non. Je suis déjà montée sur un voilier, mais pas... Mais en Guadeloupe? Non, c'était dans le sud, mais en sport, comme ça, non, pas du tout.
Jamais. On a de la chance, tu es toute l'après-midi avec nous. Oui, Tu as ton bouquin, c'est ça. donc tu peux les dédicacer. C'est ça. Il y en a un camion entier, donc vous achetez vos cadeaux de Noël. Il faut prendre de l'avance. Faut prendre de Ou l'avance. la fête des mères, ou la fête des pères, comme ça va leur apprendre des choses. Mesdames, merci à toutes les quatre d'avoir passé un bon moment avec nous. Je vais demander au public de vous applaudir parce que c'est toujours une performance. On est d'accord. Et puis on va voir des démonstrations de rugby fauteuil. Et puis aussi, on va voir nos boxeuses. J'ai pas le bon terme parce que j'ai un trou de mémoire, mais on va les interviewer tout à l'heure. Merci beaucoup, bonne journée. Et puis bien sûr, au rugby fauteuil, ce qui est très cher, c'est les fauteuils. Donc si vous avez des dons à faire, n'hésitez pas. Parce que, comme disait tout à l'heure Elisabeth, c'est que les fauteuils sont adaptés à tout personnellement et donc ça coûte un peu de sous, donc n'hésitez pas. Et puis elle aime bien faire de la mécanique, mais c'est mieux si vous lui donnez un coup de main. Merci beaucoup mesdames, j'adore ce que vous faites et pourvu que ça dure. Et puis bien sûr le monde vous appartient et on adore ça. Merci.